Gabon, vers une éducation d'excellence. On parle des acquis de l'excellence sur la matinale 6-9 en ce cinquième rendez-vous, cinquième et dernier rendez-vous de ce format de la matinale en ce 5 septembre 2025. Il est exactement 8h34 à Libreville au Gabon et c'est l'heure pour nous de recevoir Arnaud Lilian-Billy, analyste et consultant sur Gabon 24, avec qui on parlera justement de ses acquis de l'excellence. Arnaud Lilian, bonjour. Bonjour. Ça fait un bon moment, Arnaud Lilian, vous étiez où? Je suis toujours là, j'attends simplement l'appel. Là, vous êtes toujours là. Parfois, vous avez eu une bonne semaine. Ah oui, une bonne semaine quand même, et assez reposante. Assez reposante. Ouais. Ça se voit, vous avez l'air très apaisé. Ouais. Très apaisé, mais je suis sûre que lorsqu'on va vous annoncer la thématique du jour, vous serez moins apaisé, Arnaud Lilian, connaissant la rigueur de vos analyses. Bien sûr, bien sûr. Arnaud, on ne vous apprend rien, c'est la rentrée scolaire, rentrée académique, effective sur l'ensemble du territoire. Mon oreillette est tombée, la réelle. Donc, Arnaud Lilian, voici le thème. Vers une éducation d'excellence. Les acquis excellents. Ou les acquis d'excellence. Arnaud Lilian, une thématique comme ça, lorsqu'on vous la donne, vous voulez commencer par quoi? Ah mais par d'abord les acquis. Avant de parler d'excellence, on parle d'une éducation, on va dire, on va vers ce qui est bien, vers l'excellence. Mais qu'est-ce qu'on a d'abord au préalable? Qu'est-ce qu'on a préparé comme soubassement éducatif et tout ce qui est formation pour aller vers ce qu'on entend par l'excellence? Est-ce que l'éducation nationale en elle-même, elle est d'abord même prête pour accueillir l'éducation nationale? Et pire, est-ce que l'éducation veut réellement l'excellence? Moi, je veux vous demander, Arnaud Lilian, c'est quoi une éducation d'excellence déjà à la base? D'abord, il faut comprendre que quand on entend par l'éducation nationale, d'abord, ce n'est pas simplement le principe administratif, c'est-à-dire un ministre et puis ses administrés. C'est l'organe qui pense, qui réfléchit sur comment on doit être, nous, en tant que citoyens gabonais, compétitifs sur la scène nationale et internationale, avoir une base éducative assez prête, bien, c'est-à-dire un être humain, un Gabonais, bien dans sa chair et bien dans sa tête, mais surtout bien dans sa tête là qui concerne l'éducation nationale. Mais en réalité, est-ce que nous sommes bien dans notre tête? C'est cette question qu'on doit se poser parce que nous avons un système éducatif qui ne nous permet pas de répondre par l'affirmation. Ça fait bientôt 4 ans que sur la scène internationale, la note du Gabon se dégrade de manière significative. Donc il y a une alerte là-dessus là-dessus. Et de manière significative que le dernier sondage qui est resté dans la source m'échappe, on a dit que le Gabon occupe la 40e place sur 53 pays en matière de coefficient intellectuel. Donc, est-ce qu'il y a une mission derrière pour le ministère de l'Éducation nationale de baisser la note intellectuelle de la République gabonaise et des Gabonais? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que certaines décisions n'arrivent pas à encadrer réellement avec la volonté du chef de l'État, qui, on regarde au niveau de l'éducation nationale dans son ensemble et on regarde la virgule qui se trouve au niveau de l'armée, au ministère de la Défense, à travers notamment ce qu'on appelle leur pôle d'excellence, c'est-à-dire tout ce qui est école militaire. Pourquoi au niveau des écoles militaires, des Britanniques militaires, l'ensemble des Britanniques militaires, ça fonctionne parfaitement? Il y a une véritable éducation, il y a une véritable formation. Pourquoi à ce niveau ça marche? Et pourquoi quand on parle d'éducation nationale dans l'ensemble où le ministère en elle-même est dans la main, ça ne marche pas? Je prends l'exemple de ma fille qui est au béret vert depuis l'âge de 3 ans, aujourd'hui elle a 16 ans. Éducation parfaite, formation parfaite. Elle ne rentre pas à la maison sans devoir de maison. Et quand ça ne va pas, je suis convoqué automatiquement à l'école pour dire il faut nous rendre compte pourquoi l'enfant a ce genre de comportement, pourquoi ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il faut... Et malheureusement, depuis plus de 10 ans, nous avons aussi confié notre éducation nationale aux étrangers qui, eux, ils font du commerce. Est-ce qu'il n'y a pas une légitimité de dire, à un moment donné, il faut que ça cesse? Parce que quand vous dites on a confié, attention Arnaud Lilian, on a confié notre éducation aux frères venus d'ailleurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au privé, là, oui. Ils enseignent, ou bien les écoles qui appartiennent à ces communautés-là, c'est quoi le fait pour vous d'avoir confié notre éducation? Pour moi, c'est le fait que l'éducation nationale, c'est... nous sommes entrés dans un conflit où il fallait faire plaisir d'abord. Et faire plaisir à qui? Aux hommes
politiques. Les hommes politiques, à ce sens où on se retrouve là où le résultat en lui-même en matière de performance, ce n'est pas important. C'est le résultat au niveau, je veux dire, quand on a terminé son cursus, qui est important. Quel est le pourcentage qu'on a au niveau du bac, quel est le pourcentage qu'on a au niveau du BPC, c'est ce qui est important, alors que ce n'est pas ce qui est utile. C'est pas ce qui est utile. Et aujourd'hui, on a confié vers le privé. Et le privé, en majorité, il est étranger. Il faut se dire la vérité. Et ces privés ont pour objectif de commercialiser leur éducation nationale. Il y en a qui sont bons, on ne va pas en douter. Bélé, ça va. Tout ce qui est catholique, ça va. Mais pour le reste, il n'y a pas une maîtrise là-dessus. Alors, c'est des commerçants de l'éducation nationale. Et quand on fait du commerce, on cherche du profit. Et ça a été dénoncé que la plupart de ces établissements vont au ministère de l'Éducation nationale monnayer leur performance. Donc, à partir de là, à quel niveau on peut avoir de la performance s'il n'y a pas de contrôle et s'il n'y a pas d'objectif à atteindre? Notre éducation nationale, j'ai envie de dire, est-ce que c'est simplement de l'enseignement, j'ai envie de dire, traditionnel? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense de l'éducation technique? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui en matière d'éducation technique? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui d'éducation professionnelle? On ne regarde pas. Pourquoi? Parce qu'on a cru que les centres devaient remplacer les lycées professionnels. On a mis en place ces centres pour remplacer les lycées professionnels. Parce qu'on a cru que le centre, c'est pour celui qui a loupé l'école. Alors que non, il faut redéfinir le lycée professionnel de telle sorte que celui-là qui veut décrocher l'enseignement général depuis la classe de 4e, ça ne marche pas, on l'oriente vers un lycée professionnel où il apprend un métier. Et c'est à partir de ça, qu'on peut commencer à se réapproprier notre petite économie. Parce que le lycée professionnel aura pour ambition de t'apprendre à faire de la pâtisserie pour être un pâtissier, mais au fur et à mesure que tu évolues en classe, tu seras classifié, pâtissier type A, type B, type C, pour dire voici votre état de niveau, etc. Pour la cordonnerie, etc. On va dans chaque domaine, mais ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas pensé, au contraire c'est politisé. Et quand on politise l'éducation nationale et qu'on ne l'amène pas vers le sens de l'excellence, mais dans le sens qu'on veut des résultats pour les examens, à partir de là on biaise notre éducation nationale, et notre éducation nationale va mal. Ça va mal et ça va très mal. Il faut en parler, ça peut faire mal, mais de voir que chaque année, la note du Gabon se dégrade de manière significative, je suis navré de le dire, il faut qu'on repense. Et pire, le chef de l'État, s'inspirant du service du modèle du Britannique militaire en matière de pôle d'excellence, décide de lancer les lycées d'excellence sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on a compris la vision du chef de l'État qui comprend le bien fondé de mettre en place une éducation d'excellence? Mais c'était ça la question. À vous entendre, c'est comme si nos autorités n'avaient pas conscience de ce que c'est l'excellence. Est-ce que le chef de l'État il a saisi l'enjeu? Le chef d'État montre On a le chemin. plusieurs lycées d'excellence. On a lancé les chantiers sur l'ensemble du territoire, sur les 9 provinces du Gabon. Et regardez à quel niveau sont les travaux. Dans certaines provinces, ça ne suit même pas. C'est-à-dire ça traîne. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris la bienveillance, le fondement même de ce que c'est l'excellence en matière. Comment on encourage encore ce qui n'est pas bon? Mais c'est quoi encore cette affaire de coefficient? Aujourd'hui, si un enfant ne peut plus reprendre, si un enfant ne peut plus être pas révoqué, exclu d'un établissement scolaire parce qu'il n'a pas bonne conduite, parce qu'il n'a pas de bonnes moyens, mais il se croit tout permis. Il se croit tout permis et il peut influencer négativement son entourage. Aujourd'hui, quand on dit à un élève qui est en terminale que même si tu n'as pas la moyenne, il suffit d'avoir le bac pour avoir la bourse, mais il va se concentrer sur le baccalauréat. Et on sait que le baccalauréat aujourd'hui, en grande partie, a été politisé. Beaucoup de personnes vont en province et dire... Et se disent que je peux avoir facilement mon bac en province parce que les hommes politiques de cette province ont tendance à influencer les résultats issus. À partir de là, on ne peut pas dire que le pourcentage réellement obtenu dans nos classes d'examen reflète réellement la qualité de ce que nous produisons dans nos salles de classe. Vous pouvez avoir 80% des bacheliers qui ont eu leur bac, mais en réalité, dans ces 80% des bacheliers qui ont eu leur bac, il n'y a que 20% qui le méritent. Parce que derrière ces 60%, il y a eu la politisation de ce pourcentage. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous ne pouvons pas avoir un pays bien avec des personnes mal formées, avec une éducation de bassesse. Il faut une compétitivité qui va permettre à ce que chaque citoyen, quand il s'élève, dit je dois faire mieux que l'autre. Mais Arnaud Lilian, la compétitivité, elle a déjà existé au Gabon. Ah bon? Vous avez été au lycée.
Et Modeste Okom a été au lycée. Moi, j'ai été au lycée. Je répète, au public. Au public. Il y avait de la compétitivité. Exact. C'est quoi le caillou dans la chaussure de l'éducation nationale, finalement? Écoutez, on a voulu faire plaisir parce que le problème commence à partir des années 90. Quand on revisite, j'ai envie de dire la manne salariale de l'éducation nationale, quand on quitte quand il y a eu la dévaluation. Il y en a qui se sont dit, bon, moi je me suis senti un peu gêné, pourquoi les anciens, leur salaire a été revalorisé et nous les nouveaux pas. Donc on va dans une grève. Et cette grève-là a commencé à freiner le système de la pensée éducative du Gabon. À l'époque, il y avait la responsabilité de l'éducation nationale. Il y avait la responsabilité de l'enseignant. La responsabilité de l'enseignant était engagée au niveau de l'éducation nationale. La famille faisait confiance à l'éducation nationale via l'enseignant et donnait le potentiel aux enseignants pour dire faites de ces enfants des meilleurs enfants de demain. Donc les enseignants étaient engagés. Aujourd'hui, les enseignants ne sont plus engagés. Il y avait une mission. Il y avait une mission. Il allait chercher même les enfants à l'école. Ouais. Et ce, quel que soit l'endroit où on affectait un enseignant, il le faisait avec plaisir. Aujourd'hui, cet enseignant regarde, il dit bon, pourquoi moi je me tue à la tâche à former quelqu'un demain, à former quelqu'un qui, cette personne demain deviendra une personnalité et va davantage traîner le pas pour résoudre, ou bien pour résoudre des problèmes d'éducation nationale. Et là, il faut voir, pour qu'il y ait excellence, il faut des conditions de promotion d'excellence. Il faudrait qu'on arrête de politiser tout, qu'on reste sur l'éducation nationale avec un programme bien précis. Et ce programme doit être un programme gabonisé, avec les objectifs et les ambitions que nous nous fixons. Nous sommes à l'ère du numérique, avec la venue massive des intelligences artificielles. Combien de nos enseignants sont formés pour identifier les réponses mises par une intelligence artificielle? Quels sont les mécanismes mis en place dans les établissements scolaires pour qu'un élève ou un étudiant qui rentre avec un smartphone voit un problème de mathématiques posé, scanne avec une intelligence artificielle et résolu? Comment on peut évaluer? Alors, si on ne peut pas empêcher ça, alors comment on peut contrôler cela? Est-ce que nos enseignants aujourd'hui sont outillés face à un GPS qui est davantage performant, un chat GPT qui est davantage performant? Comment on fait? Il faut simplement regarder comment les autres aussi font ailleurs et voir comment encadrer cela, parce qu'on ne peut pas empêcher que ça arrive. Il est bien beau de sortir des phrases assez intéressantes, mais en matière de réalité et de résultats, aujourd'hui, nos enfants sont de moins en moins performants. L'excellence va par la fenêtre. Odile Zang dit que dès qu'on n'a pas les moyens au Gabon, nos enfants échouent. Est-ce qu'on a raison de penser forcément comme ça, Arnaud Lilian, lorsqu'on sait que même dans ces écoles dites privées, vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure, on fait parfois plus de commerce qu'autre chose. Si le taux de réussite est élevé, j'aurai plus de clients parce que il faut les appeler comme ça, ce sont des clients. C'est pas forcément parce que notre enfant sera dans une école privée que le niveau sera là. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut créer un écosystème favorable, il faut mettre en place les moyens qu'il faut, les conditions qu'il faut. Ces conditions-là passent par quoi? C'est quoi concrètement ces conditions? J'ai envie de poser la question autrement. Quels sont aujourd'hui les indicateurs objectivement vérifiables de performance en matière d'éducation nationale au Gabon? Dites-nous. Il n'y en a pas. Avant, nous avions deux pôles. Nous avons le pôle lycée Léomba, où vous savez que ceux qui sortaient là-bas étaient excellents et bien formés. Il y avait une rigueur. Les proviseurs qu'on y envoyait citaient à préserver l'intégrité et l'image de ce lycée. Nous avons le lycée Nelson Mandela, qui était aussi un lycée d'excellence. Nous avons le lycée d'excellence à l'époque qui existait à Ovendo, qui n'existait plus. Il y avait des pôles en matière de scientifique, en matière de technique, il y avait des pôles de référence. Aujourd'hui, que sont devenus ces pôles de référence? Ce sont devenus des pôles de marketing. Aujourd'hui, tu sors du lycée Léomba, tu ne fais plus le buzz comme à l'époque on le faisait. Tu deviens comme celui qui était à Jean-Hilaire Bamé, à qui on se moquait pour dire tu es loin. Et c'est ça les réalités, parce que les enseignants qu'on affecte, les proviseurs qu'on affecte, les gens qui étaient rigoureux, aujourd'hui sont ceux qui sont décriés. Mais on ne peut pas faire de l'excellence sans rigueur. Et on ne peut pas mélanger l'excellence et la politique. C'est de la vision qu'on prend et comment on y parvient. Et les personnes qu'il faut... Mais j'ai envie de dire autrement, mais moi je m'appelle d'un enseignant que j'ai eu en mathématiques, je vais citer son nom qui me pardonne, M. Bouka, au lycée Jean-Hilaire Obama-Yégué. Mais ce monsieur,
vérifiait jusqu'au cahier d'exercice de mathématiques. Oui. C'était un Gabonais. Oui. Jusqu'au cahier d'exercice. Il notait les cahiers d'exercice. C'est-à-dire quand vous venez à son cours, vous êtes obligé de vous préparer. Et on avait un prof, son âme, un prof de français. Mais il ne blaguait pas avec ça. Quand il arrive en classe, au premier jour où il arrive en classe, il vous demande de faire un texte argumentatif. C'est-à-dire, il vous met dans le bain, il vous explique ce qu'est avec des exemples et pourquoi ça a été créé. C'est-à-dire, vous avez des enseignants passionnés, vous avez des enseignants rigoureux. Et malheureusement, nous sommes dans une génération où la rigueur devient un péché et pas de rigueur, pas d'excellence. Arnaud Lilian, il y a Tite Mouria qui nous a fait un très 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 long message. Je ne pourrai pas le lire totalement, mais l'idée, je vais vous la transmettre. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il faut comprendre déjà qu'il y a une grosse différence à faire entre les établissements qui sont sous la houlette de l'éducation nationale et les établissements qui sont sous la houlette du ministère de la Défense nationale. Selon lui, lorsqu'on construit un établissement dit d'excellence, justement, sous la houlette du ministère de la Défense nationale, il y a bien plus de moyens. À cela est accompagné cet état d'esprit de rigueur et de discipline qu'on connaît bien dans ces formations-là. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut comprendre que de ce côté-là, il y a bien plus de rigueur directement. D'où le fait qu'aujourd'hui, nous tous, on aimerait envoyer nos enfants dans des je vais même l'étonner, lui. Je vais l'étonner. Dans des établissements pritanés, et voilà. Je vais l'étonner, c'est le même programme scolaire. C'est le même programme scolaire. C'est juste la rigueur sur l'enseignement qui diffère. Bien sûr. Il y a combien d'élèves primaires que vous connaissez chez vous qui amènent chaque jour des exercices à la maison à faire? Il y a combien? Ma fille, chaque jour, elle vient à la maison avec des exercices à faire. Nous, quand nous étions au primaire à l'époque, c'était chaque mercredi qu'on avait des devoirs à faire à la maison. On savait que le mercredi, quand on termine, nous avons des exercices à faire à la maison. Et le vendredi soir, nous avons des exercices à faire à la maison. Et quand on revenait à l'école le lundi, c'était corrigé et celui qui n'avait pas fait était maté. Donc cette rigueur, elle a disparu complètement au niveau de l'éducation nationale. Puisque les anciens se sont dit, ok, puisqu'on ne nous regarde pas, nous ne regardons pas aussi aux élèves. Nous ne regardons pas aussi en les pétrant et on se retrouve où l'élève est mis à nu, est mis à sa propre responsabilité. Et comment aujourd'hui, et il faut créer, je suis navré de le dire, il faut avoir ce qu'on appelle la discrimination positive pour que nous puissions avoir un indicateur de performance. Et cet indicateur de performance, aujourd'hui, nous ne l'avons que par les prétendants militaires. Aujourd'hui, l'éducation nationale n'a plus d'indicateur de valeur de performance. Il n'y a plus des lycées aujourd'hui de référence. Aujourd'hui, tout devient un fourre-tout. Ça, les enfants ne rêvent plus. Ce à quoi les enfants rêvent, c'est avoir son examen. Nous avons aujourd'hui un enfant qui va à l'école, je ne sais pas pourquoi il va à l'école, c'est ceux qui sont en terminale, mais parce qu'il n'a pas été formé, il n'a pas été éduqué. Alors que depuis la 6e, l'enfant a une formation bien précise, une éducation bien faite, avec l'accompagnement et le suivi des parents. On ne doit pas dissocier l'accompagnement et on ne doit pas dissocier le suivi des parents d'élèves et celui de l'enseignement. Il doit y avoir une coalition entre les deux. Parce que ce sont ces deux personnes qui forment la vision de la nation, savent exactement où on va. Et les métiers de demain, l'éducation nationale doit commencer à orienter les matières. Ça ne sert à rien d'envoyer un enfant en seconde avec 7 matières différentes. Tu te retrouves où tu en es, tu fais maths, tu fais économie. Mais pourquoi il faut commencer à professionnaliser et à orienter de manière... Système entonnoir. Système entonnoir, de telle sorte que vous puissiez avoir de bonnes performances. À quoi ça me sert d'être en série scientifique et puis on me fait encore la philo? À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Ça ne me sert à rien. Je fais de la mathématique, quand on me met mathématiques, biologie, physique, et je m'arrête là, je ne fais que ça. Et quand j'arrive en terminale, je suis excellent dans ce que je fais. J'ai un suivi, j'ai un très bon parcours. Et c'est facile pour moi. Et que l'éducation nationale s'acclimate en fonction des réalités contractuelles et actuelles. On ne peut plus continuer à faire de l'histoire juste parce qu'on fait de l'histoire. On peut adapter un système éducatif en fonction des réalités gabonaises. À l'époque, j'ai eu un enseignant d'histoire qui m'a dit que lui, il a eu un bac A3. Ça n'existe plus en République gabonaise. Il m'a dit, lui, il a eu un bac A3 où il n'a fait que des langues, histoire, géographie, français, anglais. Mais il n'y a plus. Pourquoi ne pas revenir sur cette manière de catalyser la formation et à partir de là, on crée des excellences. L'excellence, c'est pour ceux qui sont en train de partir à la retraite aujourd'hui. Ceux qui sont dans la cinquantaine, ils ont vécu l'excellence. Ceux qui sont dans 4-5 ans, et si vous remarquez, c'est cette dernière génération qui porte encore la réflexion profonde sur les dossiers et sur des questions sérieuses. Cette génération qui est en train de partir à la retraite. La génération qui est venue dans les années 90, elle a vécu des grèves. Elle a vécu des grèves. Donc une éducation, une formation instable jusqu'à ce qu'ils arrivent au pôle universitaire. D'autres ont dû envoyer les enfants à l'étranger et c'est là où on a une apparition significative
des écoles dites privées, avec nos amis qui viennent d'ailleurs, qui ont commencé le commerce de l'éducation. On a échoué à ce niveau-là. Ensuite est rentrée la manne politique. Quelle est la province qui a le meilleur résultat? Les hommes politiques se sont intéressés au état scolaire jusqu'à aller influencer le pourcentage de bac et de BPC dans leur province. Ceci contribue à quoi? À ce que nous avons une éducation de bassesse, une mauvaise formation et une élite de basse classe. Et une mauvaise image à l'étranger. Une élite d'élite. Écoutez, on a Odisa qui dit il faut que nos autorités inculquent à tout le monde de cultiver. Je pense qu'elle parle de la culture de l'excellence que les autorités devraient mettre en place. Mais la culture de l'excellence, elle est imposée, mais elle est imposée par le système de pensée, c'est-à-dire l'éducation nationale peut penser, mais il faut mettre en place ce mécanisme. Mais le mécanisme, il est mis en place par qui? Par cet enseignant. Si cet enseignant n'a pas la bonne volonté, comment voulez-vous que le mécanisme soit mis en place? Si vous trouvez un enseignant qui se trouve avec une salle de classe de 40 élèves, il est tout seul. Comment il fait pour suivre 40 élèves? Comment il fait? C'est difficile. Vous avez la moitié de nos enseignants qui sont plus intéressés par la question politique que par la question de l'éducation nationale, qui sont à la recherche permanente d'une domination et non du perfectionnement de soi. Oui. Ou si chacun cherche une nomination, finalement, qui va éduquer nos enfants? Qui va éduquer nos enfants? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a sorti là, près de 400 enseignants mutés, nommés, qui ont changé d'administration, le vide qui le remplace. Alors qu'aujourd'hui, moi, quand je regardais un enseignant, j'ai eu l'avantage, moi, de faire un débat ici avec l'un des enseignants, Sosten Gokila, qui a été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui s'est fait citer. J'ai des enseignants avec qui nous faisons un débat, le docteur Chandler Biyogué. Ce sont des pôles et des références d'excellence. J'ai placé ceux qui m'ont tenu. On arrive à s'asseoir, on discute ensemble, ils en sont fiers. Mais combien d'enseignants aujourd'hui peuvent en dire cela? Donc, cultiver l'excellence, c'est avoir d'abord des enseignants qui ont comme pour sacerdoce, je dois former. Et malheureusement, ces enseignants ne sont plus nombreux parce que beaucoup ont compris que... Et comment on leur donne le goût à nouveau de ce noble métier? Il faut leur donner d'abord du respect. Il faut leur donner du respect, il faut les encourager, de la considération. Et il faudrait, la manière à laquelle vous traitez les autres, les traiter de la même manière. Il ne faut pas créer des jaloux. Parce que si je regarde, moi, en tant qu'humain, pas d'abord en tant qu'enseignant, en tant qu'humain, que les régies financières sont mieux traitées que moi, que les militaires sont mieux traités que moi, qu'ils ont des maisons, qu'ils ont des logements, et que moi, enseignant, on ne réfléchit pas à me loger quelque part, ou quand je suis affecté, je n'ai pas envie de donner du mien. Je n'ai pas envie de donner de soi. Donc, le soi transmis n'est pas là. Donc, alors que si je suis mis dans les conditions de travail où on me dit, vous avez là tout ce qu'il faut pour pouvoir former significativement tes enfants, à partir de là, je peux faire du... Et puis, il faut être vrai à un moment donné. Tout ce qu'on a fait comme enseignants, proviseurs, est-ce qu'ils ont des cahiers de charges? Question. Quand vous nommez un proviseur, il n'a pas de cahier de charges. Donc, sur la base de quoi vous allez évaluer un proviseur pour dire qu'il a fait du bon boulot ou pas, et en quelle périodicité. Donc, il faut, quand j'affecte un enseignant au lycée d'État de Makoko, je donne un cahier de charges. Je dis donc 2 ans, mais je vous évalue chaque 6 mois. C'est mon évaluation, c'est le programme. Si je remarque que les 1/3 de vos enseignants, de vos élèves plutôt au lycée, n'ont pas compris respectivement le programme, ou bien vos enseignants ne suivent pas, à partir de là, je vois comment vous enlevez ou pas. Donc, s'il n'y a pas de mécanisme d'évaluation objectif par les inspecteurs qu'on envoie parce qu'ils sont amis et collègues, non, mais sur la base d'abord d'un cahier de charges. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller simplement évaluer le programme scolaire, mais c'est d'évaluer la mission qui a été donnée à ce proviseur. Si on remarque et on constate que le cahier des charges n'a pas été respecté et que l'évaluation est négative, on peut convoquer pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et là, malheureusement, notre système éducatif et notre système administratif ne donne pas de cahier de charges à ces fonctions. Alors qu'il serait nécessaire aujourd'hui de réfléchir, de dire je te nomme, je donne un cahier de charges et je mets derrière des mécanismes de suivi et d'évaluation de votre travail afin de promouvoir l'excellence de demain. Et à lui, en tant que proviseur, de mettre la pression sur des enseignants qui, eux, par d'ailleurs, mettront la pression sur des élèves pour que nous puissions tous atteindre l'objectif idéal. Compte que c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne, mais c'est surtout une volonté de voir bien, une volonté de voir clair, surtout une volonté de ne pas politiser l'éducation nationale.
Il y a des pays qui le font et ça marche. Et merci beaucoup Arnaud Lyon, l'excellence, on la cultive, ce qu'on retient, ce que vous venez de nous expliquer. Merci beaucoup pour cette analyse. Sire, est-ce qu'il faut encore présenter Arnaud Lyon? Non, non, il ne faut plus.